Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Je suis avec Margarida Romero, qui est professeure à l'Université Laval. Bonjour Margarida. Bonjour Marc-André. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu viens de la Catalogne lointaine. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvé chez nous au Québec, à l'Université Laval, dans un poste de professeur? Ça a été un hasard, et un bel hasard. Donc, au départ, j'étais à la faculté des sciences de l'éducation à Barcelone, à l'Université autonome de Barcelone. C'était aussi une faculté d'éducation. Donc, parfois, on se dit la Catalogne est loin, mais on a les mêmes défis éducatifs. Donc, on avait les mêmes défis de développer une culture de l'innovation à l'école, les mêmes défis d'accompagner les élèves qui, parfois, sont en difficulté. Un jour, j'ai reçu un courriel et puis après un concours, j'ai décidé d'intégrer donc, à l'Université Laval. OK. Je vais te poser une question parce que probablement au Québec, pour les enseignants du Québec, quand on parle de Margarida, on parle d'un modèle que tu as fait sur l'enseignement, l'éducation au 21e siècle, donc des compétences pour des activités que tu appelles techno-créatives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce modèle-là, c'est quoi? Puis il y a des mots là-dedans qu'on n'est peut-être pas nécessairement très familiers. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Mm-hmm. Au fond, quand j'ai lu la première fois les programmes de formation de l'école québécoise, je me suis dit, waouh! C'est déjà un programme qui intègre les compétences transversales, certaines des compétences transversales qui maintenant sont appelées sous une autre étiquette, parfois compétences 21e siècle. Donc, parmi celles-ci, la pensée créative, donc qui dans les autres conférences, c'est la créativité, la collaboration, la résolution de problèmes. Et il y a quand même une compétence qu'on a pensé qu'il fallait mieux dépoussiérer parce que c'était la compétence TIC et qui, des années avant, c'était chercher des informations sur le web et avoir des critères de recherche d'informations. On doit aller au-delà de ça. Donc, apprendre l'informatique, développer un rapport au savoir dans les domaines de l'informatique et la technologie, c'est une question de culture, mais c'est une question également de culture numérique, de citoyenneté numérique, mais également de pensée informatique, qui va au-delà de se positionner en tant que consommateur de technologies, mais c'est de penser à être créateur avec le numérique. Donc, comment on peut faire que les élèves ils n'utilisent pas juste les technologies pour utiliser des applications dans un sens qui a été prévu, mais également qu'ils puissent être en disposition de, face à un problème, penser aux outils et aux techniques informatiques, dont les codes, ou dont les montages de robots, ou dont la fabrication numérique, pour donner réponse à des problèmes. OK. Je vais te poser une question parce que dans ton modèle, à un moment donné, pour moi, tu es un peu comme un modèle d'intégration des technologies. Mais je t'ai aussi entendu parler dans le passé, quand on s'est côtoyé à gauche et à droite, là, d'activités débranchées. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire des activités informatiques ou computationnelles, mais sans utiliser des appareils technologiques? Mm-hmm. En fait, là, on parle beaucoup de pensée informatique. C'est un mot qui a été introduit par Wink en 2006. Qui a fait mouche parce que c'est la pensée système qui est peut-être l'autre terme proche n'était pas très populaire, n'est pas dans les programmes, etc. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. Et ces raisonnements, donc cette capacité d'analyse d'abord, donc d'analyser un problème, d'identifier les informations clés, la capacité de modéliser, la capacité ensuite de se donner des techniques pour mettre en place une solution. Donc tous ces éléments-là, en réalité, on peut passer par les codes et on peut s'enrichir parce qu'on connaît les codes, mais ce sont des éléments on peut développer de manière indépendante du code. Donc, quelqu'un qui a une exploitation agricole peut avoir une pensée informatique bien avancée parce qu'il structure les informations, il contrôle ses processus et peut-être il fait ça sur papier, peut-être il fait ça juste dans sa tête ou peut-être il a des systèmes informatiques, mais c'est la manière dont
on identifie les informations importantes, on les organise et ensuite on les traite. Quand on utilise l'informatique, c'est fantastique, mais on peut également développer certains de ces processus de manière non informatique. Donc, en faisant un joueur au jeu de je programme un ami robot, donc un des élèves joue les rôles du robot, l'autre les rôles du programmeur. On peut faire également des jeux, il y a des jeux de table qui font de la simulation de différentes actions informatiques. Un petit peu les échecs, c'est déjà des actions préprogrammées qu'il doit calculer. Donc, il y a beaucoup de choses qui font appel à l'informatique qui peuvent se travailler de manière débranchée. OK. Comment est-ce que as-tu d'autres idées de bon si on se rebranche maintenant, as-tu des exemples d'activités techno-créatives que tu pourrais nous donner? Je sais que tu as écrit un livre, je pense en partenariat avec des étudiants à l'université. As-tu des exemples comme ça, vite là, d'activités techno-créatives qui respectent le modèle que vous avez fait là, des 5 compétences pour le 21e siècle? Donc c'est toujours des activités ouvertes. Donc par exemple, on part, ce qu'on a fait même avec les tout petits, donc au premier cycle des primaires, ça a été les élèves créent un compte en classe. Et donc, ils ne pensent pas du tout informatique, donc c'est des personnages, ils suivent les schémas narratifs. Et ensuite, à un moment donné, à partir de l'ère des sons qu'on va scanner et aussi à partir de leur histoire, on va se donner comme défi de faire la programmation du compte. Donc, on part d'une structure existante et on va devoir analyser quelles sont les entités, quels sont les comportements, quels sont les événements, quels sont les différents éléments qu'on dispose dans les langages qu'on va utiliser, que ce soit Scratch, que ce soit Tickle, que ce soit Codut, que ce soit la plateforme de notre choix, et comment ça se traduit dans une programmation. Donc, du compte au code. Donc ça, c'est une des activités. Il y en a tout plein. Donc, mais les points communs de ces activités, c'est à la fois, il y a une certaine complexité. À la fois, ça donne lieu à des solutions créatives. Donc, il n'y a pas une seule solution. On peut utiliser différentes technologies. Et très souvent, on appelle ça des défis. Un peu comme aussi, on retrouve chez vous au Collège Beauvoir. Donc, des défis qui engagent des équipes d'élèves à un travail collaboratif face à une situation problème qui peut être résolue à l'aide de techniques informatiques ou à l'aide d'outils ou de fabrication numérique, mais pour lesquels on ne connaît pas la solution d'avance. Donc, c'est des défis qui engagent les élèves dans quelque chose qui est créatif à la fois. Okay. As-tu des exemples concrets d'activités que tu as vues, que vous avez créées, que vous avez inventées, ou que tu sais qui ont été faites dans des écoles? Je sais que tu veux peut-être nous parler, entre autres, de la maquette, là, la fameuse maquette intelligente là, qui est faite à Beaubois, mais qui est faite aussi au collège, à l'école. Stanislas font de la programmation, donc au collège Stanislas à Québec, et nous on les fait aussi à l'université avec les futurs enseignants, donc les futurs enseignants des préscolaires et des primaires. Donc c'est l'idée de créer une maquette de ville dans laquelle on va travailler interdisciplinairement, donc on va travailler l'univers social parce qu'on va faire les plans de la ville, on va se doter des normes d'urbanisme, on va travailler les mathématiques parce qu'on va déplacer les robots à l'intérieur de la ville. On va travailler également l'énergie parce qu'on peut, comme on a fait à l'Espace Lab, donc les Makerspace à Québec, prendre une éolienne et alimenter l'électricité des différentes villes, des différentes maisons qu'on a créées dans la maquette. Donc là, c'est un projet, c'est un cadre thématique, un petit peu l'approche finlandaise, qui fait que les élèves savent qu'ils sont en train de créer quelque chose de grand et qui a du sens, donc une ville intelligente, qui sont en train de rencontrer plein de contraintes et qui à la fois combinent des techniques et des domaines différents. Donc on est obligé à coopérer entre différentes disciplines et avec différents matériaux, différentes technologies pour arriver à un résultat. Tu as écrit aussi un livre, Vibo, l'espèce de petit robot. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Donc, Vivo les robots, c'est un livre d'introduction à la programmation et la programmation pour des personnes qui n'auraient jamais entendu parler de programmation ou robotique et même qui auraient peut-être peur de ces mots. Donc, c'est l'histoire de deux jumeaux, une fille et un garçon, parce qu'on tient beaucoup à contrer les stéréotypes et à développer l'accès aux filles aux sciences et technologies.
Donc, une histoire d'un robot qui doit être programmé pour pouvoir jouer avec. Donc, on a introduit à un moment donné des petits bouts de code Scratch qui viennent accompagner l'histoire. Donc, c'est une amorce pour ensuite arriver à un ensemble d'activités qu'on a mis gratuitement sur Internet qui permettent donc de développer la programmation créative. Donc, on a fait des comptes à coder, donc on a fait des petites histoires qui intègrent les personnages du conte initial et qui permettent aux élèves de finaliser des histoires ou de les finir de créer à leur manière, tout en travaillant à chaque fois soit des conditions, if-then, soit des variables. Chaque fois, on rajoute une petite complexité supplémentaire. Une question à te poser, c'est quoi Scratch? Ah oui, c'est vrai, on est trop dedans. Scratch, c'est un langage de programmation visuelle, c'est un petit peu comme si on faisait un casse-tête avec des codes. Donc, ça permet de faire des codes sans devoir écrire en faisant attention à la syntaxe. Donc, on assemble des petites instructions. Par exemple, on va assembler une instruction pour démarrer un programme. On va ensuite prendre une autre instruction pour déplacer un personnage. Donc, on construit au fur et à mesure et c'est impossible de se tromper. On ne peut pas ne pas se tromper dans la syntaxe parce que c'est des petits blocs, des casse-têtes qui viennent être assemblés. C'est utilisé par 11 millions de personnes. C'est comme fou les succès. Et puis, c'est un logiciel qui est très populaire dans différentes écoles. C'est gratuit? C'est gratuit. Ça vient d'où? Ça vient du MIT, donc l'MIT qui a été déjà très engagé auparavant avec toutes les approches de programmation et des robotiques avec Appaper. Donc c'est une des personnes qui a le plus influencé l'approche constructionniste, donc apprendre en construction, comme vous faites à la fabrique Beauvois, donc comment on apprend en fabriquant et en construisant et pas uniquement de manière abstraite, mais également les mains sur les robots ou les mains sur les matériels. Je vais te poser deux dernières questions. La première, c'est la suivante. À quoi ça sert de faire de la robotique? Pourquoi on apprendrait ça dans les écoles? J'inclus dans ma question le robotique et programmation. Parce que c'est deux choses différentes qui peuvent être une chose, ça peut être ensemble, mais ça peut être séparé aussi. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire de la robotique aujourd'hui, en 2017? Oui, l'école, de mon point de vue, elle est trop orientée uniquement littératie écrite et littératie numératie, donc les mathématiques. Or, le monde est en 3 dimensions. On a des objets physiques, souvent construits par d'autres pays, et desquels on s'est détaché. Donc, on est devenu consommateur, on va à l'épicerie, on achète des choses, mais on a perdu la notion de fabrication que dans le temps, elle était là. Donc, la robotique, c'est apprendre en construisant. Donc, comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont également les lois physiques qui viennent intervenir et faire que si notre robot, peut-être qu'il est bien programmé, mais qu'il n'est pas bien monté, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est d'avoir des petits modèles qui nous permettent d'apprendre la démarche scientifique, de tester, de réaliser des prototypes et de s'approprier, de développer un rapport à la technologie qui n'est pas celle du consommateur, qui est celle du créateur. Donc, de se dire, ah oui, je comprends maintenant pourquoi tel appareil a laissé de fonctionner, ou je comprends que une télécommande, ça fonctionne de cette manière. C'est au fait être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a sous les capots et pas être uniquement en mode consommateur. Donc, ça, d'un côté, les rapports aux technologies, même si on ne devient pas tous des programmeurs, mais il y a également le fait que la programmation, on peut la considérer comme une littératie. Donc, une pensée système, on parlait tout à l'heure avec l'enseignant Adam, je ne me rappelle pas de son nom de famille. Adam Desjardins. Donc, on parlait de comment la programmation est quelque chose qui peut être pré-verbal, donc ça repose dans des structures logiques. Il y a qui considère parmi les chercheurs que c'est une L0, donc une langue zéro, même avoir la langue, parce que ça repose sur des structures logiques. Et on voit, quand on est en observation chez les tout-petits, que parfois des enfants qui n'écrivent pas, ils sont déjà en train de faire des Scratch Junior, la version simplifiée des Scratch. Donc, est-ce que la programmation, c'est pas une manière d'exprimer la logique qu'on a déjà comme structure mentale?
Donc, l'hypothèse que la programmation, c'est une manière de développer certaines logiques, certains éléments de logique, certaines structurations des données, et qui va au-delà des textes parce qu'intègre les textes. Donc, on peut programmer des comptes, donc on n'est pas en train de substituer, on est en train d'enrichir, mais on peut aller plus loin parce que les structures conditionnelles vont au-delà des linéaires. Donc, on peut créer des structures de données qui sont bien plus complexes et peuvent nous permettre d'apprendre les mondes de manière plus complexe en enrichissant les autres littératies existantes. Dernière question, on parle d'un référentiel de compétences pour le 21e siècle pour les élèves, on parle de robotique, de programmation, d'activités techno-créatives, etc. Maintenant, je me mets sur la place d'un enseignant. Oui. Comment on fait, nous, pour... est-ce qu'il existe des façons de faire le grand saut? Moi, ça m'intimide, la robotique. Je n'ai pas les compétences technologiques, les compétences informatiques pour faire ça. Maintenant, je vais intégrer ça dans ma classe. Comment je fais? Par où je commence? Moi, je vous dirais, le plus simple, c'est de se trouver un chum enseignant. Donc, c'est réseauté. Donc, aussi bien via Facebook, la robotique pédagogique, des pages, comme surtout les événements, réfèrent à quoi, sommet de l'iPad ou autre, donc participer à un atelier. Donc, c'est d'y aller ou aller dans des espaces communautaires, donc comme une communauté qui est à Montréal ou l'espace Lab à Québec, ou directement contacter des enseignants qui font ce type d'activité pour démystifier en faisant. Ça paraît complexe, mais en réalité, c'est relativement simple, sauf que ces mots-là, souvent, les informaticiens nous ont fait croire que c'était compliqué. Et puis, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, les premiers pas, c'est toujours mieux de le faire de manière accompagnée. Donc, s'approcher de quelqu'un qui fait déjà ce type d'activité, qui peut donner des conseils sur le matériel à utiliser. Parfois, les conseillers pédagogiques, c'est le bon point de départ. Je dirais la communauté actuellement au Québec, elle est tellement importante, il y a tellement un bon nombre d'enseignants, de conseillers pédagogiques qui font déjà de la programmation, de la robotique à tous les niveaux et avec différents types d'arrimage au programme, que c'est vraiment très simple, lancer un appel à la découverte et se retrouver accompagné par des personnes soit formellement conseillers pédagogiques qu'informellement sur l'évolution. Merci beaucoup Margarida. Merci à vous, Marc-André.